Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Maggio, avocat associé au sein du cabinet FTPLA, qui va nous parler du CNP. Alexandre Maggio, bonjour. Bonjour. Quels sont les changements introduits par la loi Sapin 2 en matière de CNP? Alors le CNP, le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants, avait été introduit dans le droit français par le code de la FATMEDEF en juin 2013. C'était un vote consultatif et qui ne portait que sur les éléments de rémunération dus ou versés au titre de l'exercice clos. Et il ne concernait que les sociétés qui avaient adhéré au code de la FATMEDEF. Le vote n'était que consultatif, ce qui signifie qu'en cas de vote négatif des actionnaires, le conseil d'administration de la société avait tout à fait la possibilité de maintenir les éléments de rémunération dus ou attribués aux dirigeants. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé en 2016 concernant le président directeur général de Renault et l'ancien président directeur général d'Alstom, où le conseil d'administration, malgré un vote négatif des actionnaires, a décidé de confirmer les éléments de rémunération. C'est dans ce cadre que le législateur a considéré qu'il y avait un dysfonctionnement en matière de gouvernance et a donc décidé de légiférer sur le sujet. C'est une partie donc de la loi Sapin 2 qui vient bouleverser véritablement le régime CNP. Bouleversement à deux titres. D'une part, puisqu'on a un cumul sur un vote ex ante, un vote préalable, sur la politique de rémunération des dirigeants, et cumule avec un vote a posteriori qui va intervenir sur les éléments de rémunération attribués ou versés aux dirigeants. Donc le vote préalable ou vote ex ante va consister à soumettre à l'Assemblée générale annuelle une résolution qui va porter sur les principes et les critères de détermination, répartition et attribution des éléments de rémunération. On est sur un vote concernant la politique de rémunération, et donc pas sur le quantum, mais qui va pour autant concerner tous les éléments de rémunération et les éléments qui sont liés. En cas de vote négatif pour le vote préalable, dans ce cas-là, le conseil d'administration, enfin la société, sera dans l'obligation d'approuver la politique de rémunération qui avait été adoptée préalablement. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil d'administration ne pourra pas mettre en place une nouvelle politique de rémunération sans avoir reçu l'aval de l'Assemblée générale. Nous avons ensuite le vote ex post, donc le vote postérieur, ce vote a posteriori des actionnaires qui va porter sur tous les éléments de rémunération dus ou versés aux dirigeants. Et là, la sanction est quelque peu différente, puisque en cas de vote négatif, les éléments de rémunération variables ou exceptionnels ne pourront pas être versés aux dirigeants. La rémunération fixe, elle, est sécurisée. En revanche, les éléments de rémunération variables et exceptionnels, eux, sont à risque. On voit d'ailleurs ici qu'on est sur un régime quelque peu particulier, puisque on peut avoir finalement une situation dans laquelle des actionnaires qui ont adopté les principes et critères de rémunération, y compris pour la rémunération variable et exceptionnelle, auront tout à fait le pouvoir, l'année suivante, de décider que ces éléments, finalement, lorsqu'ils auront connaissance du quantum, ne seront pas ou ne pourront pas être versés aux dirigeants. Quelles sont les sociétés et dirigeants concernés par ces changements? Alors, s'agissant tout d'abord des sociétés, nous sommes sur les sociétés anonymes qui sont cotées sur Euronext. Donc, société anonyme tout d'abord. Donc, ça veut dire qu'on exclut les sociétés en commandite par action, étant précisé, si vous voulez, que pour celles-ci, lorsque la rémunération n'est pas fixée dans les statuts, la loi prévoit déjà que les éléments de rémunération doivent être votés en Assemblée générale. Ensuite, il s'agit des sociétés anonymes cotées uniquement sur Euronext, sont donc exclues toutes les sociétés cotées sur Alternext. S'agissant des dirigeants, il faut distinguer ici le vote ex ante du vote ex post. Sur le vote ex ante, vont être concernés, donc c'est anonyme à conseil d'administration et celle à directoire et conseil de surveillance. Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, sont concernés le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués. S'agissant, et le président, excusez-moi, du conseil, s'agissant des sociétés à directoire et conseil de surveillance, sont concernés tous les membres du directoire et également tous les membres du conseil de surveillance. On voit donc ici qu'il y a une dichotomie,
si vous voulez, qui est opéré par la loi, sans justification véritable, entre les sociétés directoires et conseils de surveillance et celles à conseil d'administration, puisqu'on demande finalement aux actionnaires de voter sur la politique de rémunération concernant les membres du conseil de surveillance, alors qu'il n'y a pas d'équivalent s'agissant des sociétés à conseil d'administration. Ça, c'est pour le vote ex ante. S'agissant du vote ex post, la population concernée par ce régime est la même, si ce n'est que pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance, n'est concerné par le vote ex post que le président du conseil de surveillance et non pas les autres membres du conseil de surveillance. Quels sont les enjeux pour les sociétés cotées? Alors les enjeux sont similaires à ce qu'on avait dans le régime précédent du CNP, si ce n'est qu'ils sont renforcés en raison du caractère contraignant désormais du CNP, et également en raison de ce cumul entre un vote préalable sur la politique de rémunération et un vote a posteriori sur les éléments de rémunération dus ou attribués aux dirigeants. Bon. Donc, premier enjeu pour les émetteurs, ça va être naturellement la préparation de l'Assemblée générale. Préparation tout d'abord documentaire, je pense en particulier au vote ex ante où il va falloir une politique de rémunération qui soit la plus lisible possible pour les actionnaires et qui soit aussi la plus convaincante. Donc il ne faudra pas hésiter pour les émetteurs à se benchmarker par rapport aux sociétés du même secteur pour voir ce qu'elles font et y arriver aussi à conditionner tout ce qui est élément de rémunération variable ou exceptionnel pour être précis sur ces éléments qui sont, je dirais, quand même les plus importants finalement pour les actionnaires. Préparation documentaire, mais préparation également au niveau du vote. C'est-à-dire que si on considère qu'il y a un risque que la résolution soit rejetée, et on voit que ce risque n'est pas que théorique, les exemples récents de Renault, Alstom ou encore d'Elior plus récemment ont bien montré que c'est un risque qui est tout à fait pertinent. Il faudra donc être vigilant et s'assurer du soutien des investisseurs institutionnels le plus en amont possible de l'Assemblée générale et également aller chercher le soutien des agences de conseil en vote qui ont un poids réellement important chez nos émetteurs, en particulier lorsque vous avez un capital qui est atomisé et avec une base d'actionnaires, base anglo-saxonne importante. Autre enjeu pour les émetteurs, il s'agira également de prendre en considération un changement éventuel de direction générale afin que la politique de rémunération qui sera soumise aux actionnaires puisse notamment satisfaire ce changement qui pourra intervenir en cours d'année. Il faut bien avoir à l'esprit que le conseil d'administration, avec ce changement de régime, n'est plus souverain dans la détermination des éléments de rémunération. Il est donc important que le vote qui interviendra au niveau de l'Assemblée générale soit suffisamment large au final pour également permettre de couvrir l'entrée de nouveaux dirigeants dans la société. Autre point qui est important pour les émetteurs, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de vote négatif. On a vu donc que ce n'était pas uniquement un cas d'école. Il est donc important pour le conseil d'administration, si jamais un vote négatif intervient, de comprendre les motivations des actionnaires afin d'apporter les correctifs nécessaires et d'éviter de se retrouver dans une situation identique à l'avenir. Ceci étant précisé, ce sera tout de même une situation très désagréable pour à la fois le dirigeant concerné, pour les équipes qui ont travaillé pour faire en sorte que ce vote passe, et évidemment pour le conseil d'administration qui a proposé cette politique de vote ou les éléments de rémunération qui ont été rejetés en Assemblée générale. D'où la nécessité, me semble-t-il, d'avoir une préparation qui soit la meilleure possible en amont de l'Assemblée générale, qu'il s'agisse du vote ex ante ou du vote ex post, donc a posteriori. Alexandre Maggio, merci.